Il y a quelques années de cela, j'avais écrit, et il a été publié par la suite dans le livre Mon intime conviction, un appel qui était en fait un manifeste pour un nouveau nous. L'idée étant, par rapport à notre expérience occidentale, notre expérience dans l'histoire récente en Occident, de musulmans occidentaux, d'occidentaux musulmans, et vous comprendrez dans le propos que je ne fais pas de différence fondamentale dans l'interpellation, tout est une question d'explication de la terminologie qu'on emploie. Eh bien, j'avais mis en évidence un élément fondamental qui était celui d'un appel pour que on dise ensemble et que l'on dise transversalement, en tant que citoyens occidentaux de confession musulmane, qu'on dise « nous ». Et que ce nouveau « nous », ce soit un « nous » qui dise l'appartenance à des sociétés du point de vue de notre communauté de destin citoyen, mais en même temps qui soit fondé sur un sentiment d'appartenance à la nation. Et c'est vrai que parfois, dans la conscience musulmane, cette idée d'être musulman tout en étant occidentaux nous a mis, pour des raisons qui sont des raisons historiques, mais qui sont aussi des questions de relations interpersonnelles et qui sont aussi liées à une réactivité psychologique qui nous font dire que nous sommes occidentaux, mais qui nous font penser comme étrangers à ce destin commun. Et en fait, en revenant à l'histoire de tous ceux qui sont venus dans toute la tradition, dans toutes les traditions prophétiques, dans toutes les traditions que l'on retrouve dans le monothéisme, c'est-à-dire les 3 derniers messages du monothéisme, mais en même temps dans les histoires qu'on trouve dans le Coran, les histoires rapportées des prophètes et des messagers, eh bien, il y a une chose qui est particulièrement importante, c'est que quand, à un moment donné, ils affirment une appartenance à des principes, la réalité de principes, ils parlent à leur peuple et ils continuent quand même à leur dire « Ya qawmi », c'est-à-dire « mon peuple ». C'est-à-dire que la détermination de mes principes ne me fait pas sortir de l'appartenance, mais elle singularise mon rapport à des principes sans différencier mon rapport à la nation. Et toute la question est de savoir qu'est-ce qui nous permet, historiquement, de dire « nous ». Quand est-ce que nous disons « nous » ? Quand est-ce que nous déterminons une appartenance ? Et qu'est-ce qu'il faut pour cela ? Et qu'est-ce que ça implique ? Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir, c'est les fondamentaux de ce principe, de ce nouveau « nous » dont je parle, qui est l'appartenance à un destin commun tout en acceptant et en reconnaissant la diversité de nos appartenances religieuses, de nos destins culturels, de nos trajectoires historiques, en étant capable de dire ce nouveau nous, c'est l'appartenance aujourd'hui à une patrie, à une nation, mais surtout également de penser l'avenir ensemble et je l'expliquerai dans mon propos. En guise d'introduction, 3 éléments sur lesquels j'aimerais insister et qui me paraissent déterminants. Le premier élément, ça fait partie d'un livre que je suis en train de préparer et qui s'appelle « Notre Occident ». En fait, dans la série de tous ces livres que j'ai pu écrire sur notre expérience occidentale, celui-ci est le produit d'une intuition qui est elle-même née d'une analyse des réalités sur lesquelles nous nous sommes trompés, à mon sens, et nous avons été trompés. Le sociologue Wilhelm Schrinkel, à l'université en Hollande, maintenant il vient d'être nommé dans une des universités des Pays-Bas, disait une chose particulièrement intéressante. Il disait, en fait, il y a aujourd'hui l'émergence d'un nouveau type de citoyenneté en Occident. Lui il parle de l'Europe, mais en fait, vous pouvez prendre ceci d'un point de vue général et en fait, vous pouvez le généraliser à toutes les expériences occidentales. Il dit, à un moment donné, ce qu'on nous a expliqué, c'est que quand vous allez obtenir le passeport, quand vous allez être un citoyen d'un pays, comme
Vous pouvez être citoyen suisse ou citoyen français ou citoyen britannique ou hollandais. Vous pensez à ce moment-là que par l'ordre de la loi, en reconnaissant la loi du pays, vous appartenez au pays en question. Elle lui dit, mais ce n'est pas ainsi que les choses sont en train de se passer. Vous pouvez aujourd'hui acquérir la nationalité, vous pouvez être un citoyen suisse, vous pouvez être un citoyen français, et pourtant votre citoyenneté est sujette à question si ça n'est pas à caution. C'est-à-dire, qui êtes-vous vraiment, même avec la nationalité, est-ce que vous faites partie de la France ou de la Suisse ou qui êtes-vous vraiment? J'ai le souvenir lors d'une émission de télévision avec un de nos élus suisses, le bien nommé de l'UDC, qui fut un porte... Enfin bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, et qui me disait, parlant de mon frère et de moi-même, il nous disait, nous avons commis une erreur. Regardez, nous avons commis une erreur, cher Tariq Ramadan, nous vous avons octroyé la nationalité. Donc il met le nous de son côté et il me sort du nous. Je suis moins suisse que lui, pour l'avoir été après lui, parce que dans la nationalité, il y a une question de date. Et donc, en l'occurrence, il se met à l'extérieur, il me met à l'extérieur, et même si j'ai la nationalité, l'appartenance à l'islam fait que je suis suisse de nationalité sans être suisse dans son esprit d'appartenance. Donc, une nouvelle catégorie, nouvellement apparue dans le lexique, qui est le citoyen étranger. Le citoyen étranger, Schrinkel parle de citoyenneté morale, en disant on a établi informellement une sorte de moralité de la citoyenneté où vous devez prouver que vous êtes vraiment citoyen. On en arrive en fait, on a commencé avec l'immigré, le test de l'immigré, ou de celui qui veut venir dans le pays, qui consistait par exemple aux Pays-Bas à montrer une photo d'une femme à moitié nue ou d'homosexuels qui s'embrassaient. Et c'était montré à l'immigré. Tout est dans la première seconde. Vous réagissez mal, vous ne réagirez plus. C'est-à-dire que c'est la preuve que vous n'êtes pas vraiment intégré à la culture. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de culture. Pour le prouver, vous devez l'accepter. Ce qui a fait dire d'ailleurs au test de citoyenneté allemand que même le pape allemand, Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, s'il devait passer ce test, ne le passerait pas, lui, l'allemand, devenu pape. Parce que ce qu'on demande d'accepter aux nouveaux citoyens ou aux nouveaux immigrés n'est pas accepté par une très grande majorité des citoyens du pays eux-mêmes. Mais c'est le test culturel qui remet en cause votre citoyenneté légale. En d'autres termes, il y a une citoyenneté informelle, que Schrinkel appelle morale, qui est en train de s'installer, où vous devez prouver que vous êtes citoyen, non pas selon des normes légales, mais selon des normes culturelles, voire comportementales. Et donc ici, c'est une vraie question qui est en train de se poser, parce que c'est un nous qui va se constituer, non pas dans la légalité, mais dans l'informel. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à le tenir. Vous ne pouvez pas dire « je suis chez moi » si chez nous, ce n'est pas exactement comme chez toi, quelque passeport que tu aies. Et on en arrive ici à un élément qui est très important. Vous savez, c'est aussi aller loin, c'est-à-dire c'est d'aller demander aux nouveaux citoyens hollandais, mais c'est quelque chose qui est un élément particulièrement important qu'on voit s'inscrire un tout petit peu partout. Ça n'est jamais complètement formulé légalement, c'est informel, mais c'est aller jusqu'à savoir comment, avec quelle langue éduquez-vous vos enfants? Quelle est la langue que vous choisissez à la maison? Est-ce que c'est la langue qui vous installe ou est-ce que c'est la langue qui vous aliène? Et donc toute cette idée, elle va déterminer quelque chose qui est dans l'ordre de l'informel et qui en arrive à déterminer qu'on s'est trompé. On nous a dit pendant de longues années, et on a fait un travail, les savants musulmans, par rapport au légal, par rapport à ce qu'on appelle le droit et la jurisprudence, le fiqh, on a fait un travail qui était un travail de rapport à la législation, en disant ben, la législation commune, on la reconnaît, et en fait, vous vous apercevez aujourd'hui que
tous les gouvernements, tous, mais sans exception, c'est arrivé en Grande-Bretagne après le 7 juillet 2005, c'est arrivé en mars 2004 en Espagne, c'est arrivé en France et en permanence, l'immense majorité des musulmanes et des musulmans de nationalité européenne et américaine n'ont absolument aucun problème avec la loi. Ils respectent la loi, c'est l'immense majorité. On n'a aucun problème avec l'immense majorité. Alors où est le problème ? Si la majorité respecte, c'est qu'on nous a dit qu'il suffisait d'avoir la nationalité ou d'être un résident respectant la loi pour faire partie de ce nous commun. Et en fait, ça n'est pas là que se jouent les choses. Dans la pensée politique, dans l'ensemble de la sociologie, de l'histoire de la pensée, en termes politiques et en termes sociaux, vous savez que l'un des éléments qui a été caractérisé la fin au XVIIIe siècle, le XIXe siècle, c'est la notion d'État-nation. Cette notion, elle est importante parce qu'en fait, on a pensé pendant longtemps que le nous se jouait dans l'État et en fait, le nous se joue au niveau de la nation, au niveau du récit commun, ce qui fait qu'on sent qu'on est ensemble et que l'on va vivre ensemble et que ce futur va être fait ensemble. Il ne suffit pas d'avoir la nationalité, il ne suffit pas de respecter les règles de l'État, au point que tout le discours sur la laïcité en est devenu un prétexte. Le discours sur la laïcité, c'est l'élément excluant du discours par lequel on vous dit en idéologie de le reconnaître, mais si vous le reconnaissez en pratique, c'est ailleurs que va se jouer le problème. Et donc, il faut penser à qu'est-ce qui fait, à un moment donné, dans notre propre façon de considérer les choses, citoyen d'un pays, qu'on soit juif, chrétien, musulman, athée, agnostique, hindou, bouddhiste, ou que l'on soit un nouvel immigré, un nouveau citoyen, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe de ce statut de l'étranger de l'intérieur ou de ce statut du citoyen qui n'est pas complètement aujourd'hui, non pas intégré à la loi et à la règle, puisque aujourd'hui on le dit, on le reconnaît, mais il n'est pas intégré à la perception que la société se fait d'elle-même. Et on en vient ici à, et c'est le deuxième point que je voulais mettre en évidence, à une question majeure. À l'ère de la globalisation, à l'ère de la migration transversale, nord-sud, sud-nord, est-ouest, ouest-est, qui va dans effectivement tous les sens dans l'ordre du globe aujourd'hui, eh bien, ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est ces facteurs que nous sommes en train de voir, qui sont en train de s'installer et sur lesquels tous les populismes vont jouer. En d'autres termes, le sentiment d'appartenance va être réduit à une des questions les plus difficiles qui soient aujourd'hui, qui est la question de l'identité. C'est-à-dire que pour appartenir à un groupe, on ne va pas passer par le récit commun qui en inclut, mais par l'identité spécifique qui exclut. Le règne des identités négatives. Et le règne des identités négatives est tout à fait particulier, c'est que l'identité négative, ce n'est même pas vous qui la choisissez parfois. Elle est choisie pour vous. C'est-à-dire, à un moment donné, il est un discours qui s'installe et qui va déterminer qui est le nous et qui est l'autre. Et à force de vous dire qui est l'autre, vous finissez par intégrer le fait que vous êtes l'autre et que vous ne vous définirez que contre ceux qui vous ont déterminé comme autres. On décide pour vous les termes de votre propre identité. Et ça, c'est un discours c'est un piège. C'est un piège parce qu'il se fait dans la pensée réactive, non pas dans la pensée confiante, non pas dans la pensée qui assume ses principes, assume son appartenance et se dit « ici je vis, ici j'ai des enfants, ici est mon avenir ». Non, c'est « ici je me justifie, ici je réagis, ici je me protège ». Et quand psychologiquement on vous met dans une position défensive, on a gagné 2 fois. 2 fois, pourquoi? Parce que la position défensive que vous prenez vous met à l'extérieur du propos commun, on vous a déjà aliéné à votre propre identité, et on gagne dans la 2e fois, c'est que vous-même, en étant à l'extérieur, vous avez et vous développez une pensée de la réaction. Et vous développez une identité qui est une identité négative. Quand le discours sur le nous, c'est un conflit d'identité, et de ce point de vue-là, le livre de Amartya Sen est tout à fait
nécessaire, c'est un livre très sain, parce qu'il vient, lui, d'une longue tradition où les gens vivaient ensemble. Il vient de la tradition indienne et il dit aujourd'hui, tout ce débat dans la globalisation qui va se déterminer sur l'identité, eh bien, est un propos qui va nous tromper tous, qui va déterminer une majorité de pouvoir et une minorité de résistance et qui va, en fait, au bout du compte, rendre dangereux le propos. Ceci, aujourd'hui, est utilisé par qui? Le plus grand mouvement de pensée, d'idéologie qui est en train de s'installer en Occident et qui est un danger non pas simplement pour les minorités, comme on dit, il est un danger pour toutes les majorités et pour tous les destins nationaux. C'est la pensée populiste. Parce que la pensée populiste va parler de l'appartenance en termes très très simplistes et fonder l'appartenance. Quand on perd le sens de l'appartenance à sa nation de façon affirmée et confiante, eh bien on va être systématiquement dans l'opposition. Vous saurez qui vous êtes en sachant à qui vous vous opposez. Alors ceci n'est pas nouveau. Quand vous lisez, vous savez, quand Denis de Rougemont écrit L'amour et l'Occident, il a quelque chose en tête. Il est en train de construire l'Europe, mais il est en train de dire aux Européens, comprenez une chose, il n'y aurait pas d'amour célébré en Occident de la façon dont on le célèbre si ceci n'était pas venu du Sud, si ce n'était pas venu de l'Afrique. Il ne veut pas d'une Europe contre, il veut d'une Europe qui sait ses racines. Et ses racines ne sont pas gréco-romaines, judéo-chrétiennes. Cette Europe de la construction idéologique n'est pas l'Europe de l'histoire scientifiquement étudiée. C'est une Europe construite pour se différencier d'eux. D'ailleurs, vous remarquerez que dans l'ensemble de la littérature, ce qu'on a pu dire sur l'islam a toujours été l'opposant. Quand l'islam était sur les principes moraux très 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 stricts, les musulmans étaient des permissifs. L'arabe, c'était le harem. Des années plus tard, quand aujourd'hui on est dans la liberté en Europe, eh bien, les musulmans et les arabes, c'est le cloisonnement. On ne voit rien. Hier, ils étaient des célèbres, ils célébraient le corps, aujourd'hui, ils seront des frustrés. Mais dans les deux cas, ils sont les autres. Dans les deux cas, ils ne sont pas nous. Ce rapport à la culture de l'autre, au principe de l'autre, ce sont des rapports construits. Ce ne sont pas des rapports qui sont basés sur une étude scientifique des sources et des racines de la pensée européenne. Donc ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, la pensée populiste est en train de devenir puissante. Pourquoi? Parce qu'elle va utiliser les plus grands moyens de communication multiplicateurs de la réactivité émotionnelle. La pensée populiste qui va dire nous, elle va le dire contre. Elle va s'appuyer sur 4 caractéristiques. La première des caractéristiques de la pensée populiste, c'est qu'elle est binaire. C'est eux contre nous, nous contre eux. Et vous entendrez, si vous voyez quelques partis politiques en Suisse, vous les identifierez. Vous en trouverez en France, vous en trouverez en Grande-Bretagne, vous en trouverez aux États-Unis. Vous ne pouvez pas, vous ne vous rendez pas compte comment un homme, en lançant aux États-Unis l'idée de la journée où l'on brûle le Coran, l'impact que cet homme a dans la constitution de eux contre nous. Nous brûlons leur Coran, regardez leur réaction. Et si leur réaction est violente, c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas nous. Mais ce n'est pas quelque chose que j'invente, il le dit. Il écrit cela. Il explique que la critique de l'autre, produisant chez l'autre la violence qui ne nous ressemble pas, fait que cet autre qui est chez nous n'est pas l'un de nous. Il l'écrit. Il l'écrit avec force. Donc, il détermine un nous contre une pensée binaire. Une pensée binaire. Deuxième caractéristique de la pensée populiste, et encore une fois, quand je vous dis pensée populiste, vous pouvez penser aux partis d'extrême droite, aux pensées... Le malheur de la pensée populiste, c'est que hier, elle n'était tenue que par la pensée d'extrême droite, et aujourd'hui, elle se normalise de gauche à droite. Vous avez des populistes de gauche, nouvelle catégorie de la pensée politique contemporaine. Et vous avez des populistes de droite. D'ailleurs, vous avez des populistes partout. Et c'est le grand problème de notre positionnement idéologique, parce que je vais y venir. La deuxième caractéristique de la pensée binaire que l'on trouve, c'est
dans la pensée populiste, dès que vous avez établi la pensée binaire, c'est réponse simple à question complexe. Nous avons des problèmes de chômage, nous avons une crise économique, eh bien, à qui la faute? À eux. C'est eux. Eux, c'est ceux qui lentement nous colonisent. Ils ont la faiblesse de la minorité, la puissance de la colonisation. Vous connaissez ça. Quand il y a un minaret, vous connaissez la formule, l'arbre qui cache la forêt et le minaret qui cache la colonisation. La forêt des minarets. Je n'invente rien, rencontre à Neuchâtel avec un membre de l'UDC, le minaret qui cache les minarets. Vous rigolez? Ça a marché. Tous ceux qui rigolent dans la salle, vous avez perdu. Là, rigolez moins. Parce que ce n'est pas un danger uniquement pour les musulmans, c'est un danger pour la Suisse, ça. Quelqu'un qui peut faire penser une majorité dans un pays comme ça, pose une question sur la pensée critique de ce pays. Troisième caractéristique, c'est une pensée déterminée essentiellement, non pas sur la pensée critique, mais sur l'émotionnel. La politique émotionnelle, c'est la politique populiste, c'est-à-dire on joue sur l'émotion, sur les peurs. S'il y a eux et s'il y a nous, si eux, c'est les responsables de nos problèmes, eh bien, il y a de quoi développer la peur de l'autre. Et ce travail de la peur de l'autre, ça ne se met tous les chiffres que vous apporterez, tout ce que vous pouvez apporter. La question des minarets, c'était 4 minarets en Suisse qui étaient visibles. Et pourtant, ça a marché, c'est-à-dire développer là-dessus. Le responsable qui réussit à développer une campagne nationale, tenez-vous bien, contre l'application de la charia aux États-Unis. Il y a des musulmans aux États-Unis qui ont établi l'application de la charia, même dans des États où il n'y a pratiquement pas de musulmans. Ils réussissent à vouloir appliquer la charia là-bas. Lui, il écrit « On se moque du résultat, le but c'est la controverse. Dès que l'on en parle, on a gagné. » Qu'est-ce que c'est ça? L'utilisation des nouveaux pouvoirs médiatiques. Le pouvoir médiatique n'est pas dans la véracité du fait, il est dans la controverse émotionnelle. Ce que Mermet appelle la boursouflure médiatique. Vous faites quelque chose et vous établissez en français commun, qui est de l'anglais, c'est le buzz. Oui? Eh bien, cette attitude-là, elle est une politique émotionnelle. La politique émotionnelle, c'est on ne réfléchit pas avec une vision politique, on réfléchit sur la peur, on réfléchit sur l'altérité, produit cette peur. Quatrième caractéristique que vous verrez également et qui détermine un nous. Vous allez voir qu'avec tout ceci, vous faites un nous. Nous contre eux, la cause de nos problèmes, et s'ils sont la cause de nos problèmes, nous avons raison d'avoir peur, et si nous avons raison d'avoir peur, il faut encore plus les éloigner. Il faut faire attention, parce que les plus intelligents par rapport à nous, c'est ceux qui nous font croire, eux, qu'ils sont parmi nous. Ceux-là, ils sont dangereux. Vous m'avez suivi? Ça, c'est les pires. Donc, plus vous parlez bien français, plus vous êtes dangereux. Plus vous maîtrisez la langue allemande, plus vous êtes dangereux. Parce qu'en fait, vous êtes l'autre utilisant les moyens du nous. Et donc, vous développez quelque chose qui est profondément dangereux ici. Quatrième caractéristique, c'est la caractéristique de la pensée victimaire. Et la pensée victimaire, c'est nous sommes en danger. Elle est le produit de la pensée émotionnelle, mais nous sommes en danger. La pensée victimaire, c'est eux sont responsables, eux nous colonisent, eux, et donc vous êtes en train d'établir au cœur de la nation un nous spécifique qui est censé protéger la pureté essentielle de la culture homogène d'hier. Nous avions une culture homogène, et notre culture, elle est judéo-chrétienne, et donc il faut l'appliquer, et donc il faut la protéger, et donc nous sommes les victimes de cela. Tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas simplement occidental. Quand j'étais en Malaisie, j'ai observé, même parmi des leaders, qui étaient des leaders de la majorité dans un pays majoritairement musulman, pour peu aujourd'hui, la façon dont on a la narration du récit malais produit exactement les mêmes réactions. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont malaisiens, mais ils ne font pas partie de la culture malaise censée déterminer la culture de la nation. Et donc là, il y a une grande responsabilité. C'est-à-dire comment pouvons-nous dire nous, au sens de l'appartenance, sans établir sur l'appartenance ou au-delà de l'appartenance un informel qui rejette ou qui stigmatise ou qui
permet à l'autre, ou qui fait de l'autre un danger et qui fait de soi une potentielle victime. Le pouvoir d'une majorité dans le récit de la nation qui fait de soi une victime d'un potentiel danger. Ça, on aurait pensé que la victime, c'est plutôt la minorité. Eh bien, la minorité est un potentiel danger pour l'homogénéité de la majorité. Donc ici, ce nouveau nous, il faut bien qu'on comprenne une chose, c'est établir un nouveau nous, c'est savoir contre quoi on lutte. Quels sont les éléments, quels sont les paramètres? Et là, vous avez des paramètres qui sont la caractéristique légale, c'est vrai, mais la caractéristique de l'informel, la caractéristique du non-dit, du culturel, de l'historique, de ce travail qui est fait dans l'usage des médias de masse pour produire une politique émotionnelle qui n'est pas une politique critique, qui va développer l'altérité, qui va développer la pensée binaire, qui va développer la pensée émotionnelle, ou plutôt la réactivité émotionnelle, et la pensée victimaire pour soi. Donc c'est de cela dont il s'agit. Et c'est à cela à quoi il faut faire face, en se posant tous la question, parce que vous pouvez tous là être assis en vous disant « Ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. Je l'ai vu chez les gens de l'UDC. » Le problème, c'est combien ceux-ci, informellement, colonisent notre rapport à nous-mêmes et à l'autre. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire être porté par la réactivité émotionnelle, soit parce qu'on ne fait pas suffisamment de travail critique sur nos perceptions. C'est peut-être ça qui est le plus important. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est potentiellement lié à une réaction émotionnelle, bien sûr, dans nos peurs, dans notre caractéristique. Plus vous êtes ignorant de vous-même, plus vous allez être porté par l'émotion vis-à-vis de l'autre. Moi, un des grands problèmes que j'ai en Europe, c'est pas que les gens ne connaissent pas l'islam, c'est même parfois qu'ils ne savent même pas qui ils sont. D'ailleurs, le vrai rapport à soi. Et comme j'ai un problème vis-à-vis de moi, l'autre devient un danger dans toutes les caractéristiques de ce que je peux présenter. Ma confiance, dans son manque de confiance, est un danger. Quand vous avez quelqu'un qui a confiance dans ses principes, vous le saluez, mais quand vous n'avez plus confiance, il est un danger à votre propre manque de confiance en vous-même, et ça produit de la méfiance. On est dans quelque chose de très, très, très profond, là. C'est beaucoup plus que d'avoir un passeport. Le passeport n'y changera rien. On ne sera pas dans le long terme sur le vivre ensemble si on n'a pas compris ces éléments-là. Et pour les comprendre, il faut aller très, très profondément parce que c'est des mouvements de masse, c'est des mouvements de foule, c'est des mouvements qui prennent des majorités très, très facilement. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Naomi Klein sur la doctrine du choc, où elle parle de la politique américaine et comment sur des chocs comme ceux-ci, on réussit à transformer des perspectives politiques, sur le choc émotionnel, sur comment, par exemple, on peut instrumentaliser certains chocs. Eh bien, il y a, du point de vue de notre appartenance, des choses comme ceci qui sont sur les peurs, sur l'appartenance de l'autre. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, travaillant sur le terrain, il me dit « Mais je ne reconnais plus ma rue. Je ne reconnais plus ma rue. Qui sont ces nouvelles personnes qui, aujourd'hui, vivent dans ma rue? Ma rue. Eux. Donc pas nous. » Et vous êtes partis dans la construction de cette altérité. Dernier élément, avant d'en venir à ce qu'il faut faire par rapport à ça, parce que le but c'est de faire le point sur tous ces éléments-là, et ce que j'aimerais, de votre point de vue, c'est que vous puissiez réagir à ça, pour me dire est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, est-ce que c'est quelque chose que vous contestez absolument, parce que c'est aussi ça qui pose la question de notre appartenance. À partir de là, et c'est le troisième point, qu'est-ce qui fait en termes intellectuels, en termes spirituels et religieux, en termes culturels, en termes social et politiques, à partir de quel moment pouvons-nous dire nous? Quand est-ce que nous disons nous? Il y a un premier élément qui est important et pas toujours facile à mettre en exergue, c'est on peut dire nous quand on participe et qu'on partage les mêmes principes ou la même spiritualité. On dit nous dans une tradition religieuse, on dit nous parce que l'on croit aux mêmes principes, parce que l'on défend des mêmes principes. Et donc vous avez bien compris que la communion spirituelle, elle est à la fois intellectuelle et spirituelle. C'est l'intellectualité des principes et c'est le cœur, c'est
la spiritualité quant à un certain type de rapport au sens. En fait, nous pouvons dire non quand parfois nous partageons le même sens. Et quand je dis sens, c'est le principe avec son objectif. Dans la tradition musulmane, c'est clairement une certaine pratique avec l'unicité du divin. Le tawhid est un élément unificateur où les gens peuvent dire nous. Nous pensons, la satisfaction du divin. Vous trouvez la même chose dans la tradition juive, dans la tradition chrétienne, à partir d'autres principes et d'autres perceptions. Par exemple, le fait d'être sauvé, la rédemption par la figure du Christ est un élément qui permet de dire nous dans la tradition chrétienne. Dans la tradition musulmane, l'axe, le centre, c'est l'unicité du divin avec des principes qui sont des principes qui permettent de dire nous dans la prière, nous dans le jeûne, nous dans la conception même du rapport au rapport interpersonnel et à la relation à la nature. Et donc, premier élément, ce sont les principes. Deuxième élément qui permet de dire nous, et ça il faut le comprendre, parfois les musulmans, dans leur rapport au texte, finissent par assécher le texte à simplement cette première appartenance aux principes et aux éléments du cœur. Oui, ça c'est important, mais pourquoi en fait ceux qui viennent avec des principes, dans toutes les traditions religieuses, même dans les traditions orientales, pourquoi, en fait, ils viennent et ils participent et ils peuvent dire « mon peuple ». Comment se fait-il qu'il y a cette dimension de l'appartenance qui n'est pas simplement à l'appartenance des principes, puisque sinon ils ne diraient pas « mon peuple », puisqu'ils ne partagent pas les principes. Si toute l'appartenance n'était que sur des principes, si l'appartenance n'était que sur le légal, eh bien, ils ne diraient plus « mon peuple ». Je sors de mon peuple si mon peuple n'a pas les mêmes principes. Ce n'est plus mon peuple. Non, c'est mon peuple au sens où il y a une appartenance qui est de l'ordre du culturel, de l'ordre de la mémoire. En fait, ce qui est très important dans le fait de dire nous, c'est la mémoire. C'est la mémoire ce sont les mémoires qui font une histoire commune. C'est important, cette histoire commune, cette dimension culturelle. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait le nous et sur lequel il faut revenir. Le nous se construit aussi par un rapport au passé, un rapport à des principes, mais aussi un rapport au passé. Et deux choses dans le passé, comprenez-le bien parce que ce n'est pas pareil. La notion de l'histoire. L'histoire, c'est la projection objective des faits, ou que l'on essaye d'avoir le plus objectivement possible. La mémoire, c'est la perception subjective de ces mêmes faits. La mémoire est à l'intérieur de l'histoire, la possibilité en fait pour la même histoire d'avoir plusieurs mémoires. Et aujourd'hui, l'histoire de l'Europe, c'est plusieurs mémoires. Et parfois, on a une histoire qui néglige les mémoires de certains. Une histoire qui est construite sur une certaine perception de la mémoire, et ça, ce n'est pas scientifique, c'est idéologique. Vous avez des constructions d'histoire idéologique. Et donc là, il faut comprendre les deux éléments. Et le troisième, ça c'est un élément en deux, histoire et mémoire, avec les principes. Et ce qui nous permet de dire nous, ce sera également la perception du futur, de l'avenir, de ce que l'on fait ensemble, d'avancer ensemble. Ce qui me permet de dire nous, vous l'avez au niveau le plus élémentaire de nos rapports à la nation. Oui ? Toute personne d'une équipe nationale sportive, du football, au basket, à quelque sport que ce soit, qui projette dans l'avenir la possibilité de gagner ensemble, fait partie de la nation, fait partie du nous. Oui ? Quand après le 98, mais même en Suisse, oui, quand vous avez l'équipe de Suisse qui gagne avec à l'intérieur des Suisses d'origine turque, ben ils sont Suisses dans la victoire. Nous avons gagné. Oui. En dehors du terrain, c'est pas sûr. Mais sur le terrain, dans la projection de la victoire, c'est sûr. Et ça se construit. Mais ça veut dire quelque chose de très très profond. C'est très très profond. En fait, on juge l'appartenance à la potentielle contribution des acteurs. Tant que vous tombez dans le piège pour participer de vous défendre d'être, eh bien vous serez toujours dans l'aliénation. Vous ne faites jamais partie du texte
si depuis la marge, vous rappelez que vous pourriez être dans le texte. Vous me suivez? Pour être dans le texte, il faut être un élément contributeur du sens du texte. Dans le passé, dans la mémoire et l'histoire, dans les principes et en même temps dans l'avenir. Le nouveau nous, c'est ça. Mais vous voyez bien que ça, c'est une assertion, c'est une pensée qui s'affirme, mais qui doit faire face à tous les obstacles et à toutes ces difficultés sur lesquelles aujourd'hui nous avons à travailler. Un nouveau nous exige donc un formidable devoir de résistance. Un formidable devoir de résistance, et il commence, ce devoir de résistance, sur le plan intellectuel. Vous êtes dans une université genevoise, vous êtes en Suisse, et aujourd'hui, le plus important, vous savez, dans un livre qui s'appelle « L'autre en nous », il est là, je crois, dans un des chapitres sur l'éducation, je mettais en évidence une chose sur laquelle parfois les gens ne comprennent pas ou n'ont pas toujours compris ce que je voulais dire par là. Dans l'enseignement, nous devons réconcilier les citoyens avec 4 disciplines. L'une de ces disciplines, c'est l'histoire. Nous manquons de connaissances historiques. Nous manquons de connaissances sur l'histoire des religions aussi. Nous manquons de connaissances sur la philosophie, sur les questions du sens. Parce que contrairement à ce que certains disent, la philosophie n'est pas une matière qui vous éloigne du religieux. La philosophie est un élément, quand on l'approche de façon saine, elle est le questionnement du pourquoi qui fonde finalement les vraies questions essentielles sur le pourquoi de la vie. L'une des plus grandes résistances au populisme, c'est la pensée philosophique critique. Et d'un point de vue aussi de l'appartenance religieuse, c'est très important parce qu'elle fonde la spiritualité sur une connaissance profonde. Une spiritualité profonde n'est jamais une réflexion intellectuelle superficielle, jamais. Toute personne qui... Je veux dire, vous pouvez avoir une foi profonde avec pas forcément des questions intellectuelles fondamentales. C'est ce qu'on appelle la foi... c'est dans la tradition biblique les simples d'esprit. Mais les simples d'esprit, ce n'est pas des simplistes. Les simples d'esprit, c'est ceux qui peuvent avoir une foi profonde sans complexifier leur rapport au divin. Il y a quelque chose d'extrêmement noble. Vous savez, la meilleure image du simple d'esprit de la tradition chrétienne, il s'appelle Alyosha dans les frères Karamazov. Lui, il est au-dessus de tout ça. Vous pouvez avoir vos problèmes intellectuels, il est au-dessus de tout ça. Il a une pensée qui est une pensée de la profondeur spirituelle sans la complexité intellectuelle. Il répond à la complexité de l'esprit par la profondeur du cœur. Et ça, c'est profond aussi. Ne sont pas profonds simplement ceux qui ont un esprit intellectuel complexe, mais une espèce de profondeur de la spiritualité qui donne une dimension beaucoup plus dense à ça. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, dans ce travail-là, un travail où il faut s'engager intellectuellement. C'est pour ça que je disais, il faut qu'on connaisse plus l'histoire, il faut qu'on connaisse plus l'histoire des religions, la philosophie, et je disais même, et vous verrez pourquoi dans le propos, qu'il y a aussi une vraie question de reconnaissance de l'imaginaire collectif. Vous ne parlez de l'intérieur de l'expérience occidentale avec vos principes que quand aussi vous comprenez les expressions artistiques, l'imaginaire, comment les gens expriment les choses, la langue, par toutes ces dimensions. Non pas pour vous faire perdre le sens. Nous, on vient d'avoir un séminaire, là je reviens d'un séminaire à Oxford où on a eu l'éthique islamique et l'art. Et on a eu des savants qui disaient des choses extraordinaires sur le fait de... D'abord, le principe premier, c'est la permission, l'ibaha. Et puis le deuxième élément, c'est vraiment de donner et de faire comprendre que c'est un des éléments qui permet le bien-être de l'être et qui vous fait participer à un univers de référence, l'imaginaire et l'expression artistique. Donc ce que je disais là, c'est qu'il y a un vrai travail à faire sur la dimension de cette résistance intellectuelle. Elle suppose, si aujourd'hui nous voulons construire ce nouveau nous, que nous travaillons nos mémoires. Et qu'en travaillant
l'histoire commune, nous réussissions à déterminer où ma mémoire se situe dans l'histoire commune. Et ça veut dire que l'on comprenne historiquement que les histoires sont aussi des constructions idéologiques, sont aussi des choix, c'est parfois des sélections. Que quand, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez faire une thèse en philosophie ici à l'université ou ailleurs, que vous ne connaissez rien de l'ensemble des autres traditions qui ont constitué la vôtre, ce que Victor Hugo appelait le trou noir, pensant, je veux dire, avant la Renaissance, avant, il y avait le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge, qu'est-ce que fut le Moyen-Âge? Eh bien, énormément de choses, peut-être pas forcément dans la richesse occidentale, mais dans l'emprunt aux autres traditions. D'autres ont pensé quand on pensait moins en Occident. Et l'Occident a emprunté pour qu'on nous dise aujourd'hui que tout ce produit de la pensée-là est judéo-chrétien et gréco-romain, mais c'est une imposture intellectuelle. Mais quand vous dites du passé, il fut cela, vous dites à ceux du présent, vous n'y étiez pas. Vous n'êtes pas de ce passé. Raison pour laquelle il faut revenir à cela et reconstruire ceci, avoir une vraie connaissance affirmative, fondamentale, sur les questions et philosophiques même dans le choix de qui l'on pense chez l'autre être propre à nous ressembler un peu. Vous trouverez souvent chez beaucoup de philosophes ou beaucoup de penseurs, chaque fois qu'ils vous parlent de la grande pensée musulmane, ils vous disent qu'il y en a un, alors lui, c'était un grand. Et vous savez, vous êtes à 99%, vous allez entendre Averroès. En psychologie élémentaire, citer un, c'est la preuve de l'ignorance de beaucoup. Parce qu'il y en avait beaucoup d'autres. Parce que même dans la tradition rationaliste, vous avez, avant même Descartes, des penseurs qui ont élaboré, sur la base de la rationalité et du rationalisme, un rapport à la raison qui était extrêmement profond, et parmi eux, Abu Hamid el-Ghazali. Et il y en a d'autres qu'on a complètement... Aujourd'hui, quand vous dites, dans le rapport à la pensée contemporaine musulmane, il dit, il faut faire attention, vous entendez un musulman citer Ibn Taymiyyah, c'est un fondamentaliste. Et la seule chose que vous avez lui répondre, vous lui dites, mettez la moitié d'un ignorant. Dire cela de ce penseur, c'est de ne rien avoir étudié. Certes, oui, certains l'ont cité et ont réduit sa pensée. Certes, oui, sur certaines positions, il est tranchant. Mais il est quelqu'un qui a eu une position en termes de philosophie du droit fondamental. Il est l'un de ceux dans la tradition musulmane qui a questionné l'influence de la logique grecque sur la pensée musulmane. Et il y a de quoi poser des questions là-dessus. Quand vous questionnez l'imposition d'une logique sur votre civilisation, ça n'est pas que vous êtes fermé, mais vous avez bien compris le sens du débat. Il y a une vraie question sur la question de la rationalité et sur la question de la logique grecque qui vient de la pensée socratique, qui est fondée par le rapport de Platon et surtout qui est établie dans la pensée aristotélicienne qui va énormément influencer. Et lui, il regarde l'héritage à l'intérieur de la pensée musulmane, il dit attention, le problème n'est pas le rapport à la vérité, le problème est un rapport à la méthodologie. Quelle est la méthodologie que vous utilisez pour poser la question de la vérité? Ça, c'est une bonne question. Pas la question de la vérité. C'est trop facile de poser la question de la finalité du propos si vous n'avez pas posé la question des moyens. Et il est très très habile intellectuellement, celui qui vous fait poser la question de la finalité et qui vous laisse entendre que les moyens ne se discutent pas, même intellectuellement. Évidemment que la méthodologie, que la logique, que le rapport au texte, que le rapport à la rationalité, que le rapport à la vérité, quand vous êtes dans un rapport où vous dites mais non, ça n'est pas simplement l'esprit qui pense, le cœur réfléchit. C'est tellement profond ce qu'il disait que quand il interpelle et répond, lui, de là où il est, à la pensée de Abu Hamid el-Ghazali, qui est le savant, qui est à la fois un savant, qui est un critique, quelqu'un qui peut dire philosophiquement qu'il faut arrêter de faire de la philosophie n'importe comment, et qui lui dit, attention, même dans les objectifs que vous donnez à la loi musulmane, maqasid al-sharia,
Il dit, attention, il y a une dimension que vous avez oubliée, c'est toute la dimension intérieure, la dimension spirituelle. Il y a dans la législation musulmane, il y a dans le principe du droit musulman, il y a dans la voie musulmane le rapport au cœur et pas simplement le rapport aux objectifs individuels et collectifs. Une réponse, mais ça c'est quoi? Ça répond à quoi? Ça répond à la logique grecque. Il n'y a pas que la logique de l'esprit, il y a la logique apparemment illogique du cœur. Mais c'est une logique au-delà de la logique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est illogique. Spirituellement. Vous voyez ça? C'est des éléments qui ont participé de la pensée européenne aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui de l'intérieur, et ça savoir une influence sur les grands penseurs. Revenir à cela, c'est un des éléments de la résistance. Vous avez peut-être l'intuition que c'est complexe, mais nous sommes des citoyens, et si nous voulons construire un nous, c'est quand même de ne pas laisser certains idéologues réduire le passé qui nous a construit en quelque chose qui est exclusif, et exclusif dans les deux sens, exclusif pour nous et exclusif sans autrui, c'est-à-dire déterminer l'autre. Ça, c'est une histoire qu'il faut reconsidérer. Et de ce point de vue-là, être capable en même temps, dans son rapport à sa propre mémoire, de se positionner dans cette histoire-là, de pouvoir mettre en évidence dans sa propre mémoire, c'est-à-dire accepter sa propre subjectivité historique dans la tentative de l'objectivité historique qui nous fait. Et donc ça, c'est aussi un travail que nous devons faire. Et là, vous êtes des étudiants. Tout le monde ne peut pas faire ce travail-là. Mais si les étudiants ne le font pas, si des gens qui sont dans les universités ne font pas ce travail-là, si vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est le diplôme du futur sans la mémoire du passé, ben allez avec les diplômes et sans passé. Qui n'a pas de passé est perdu quant à son chemin. Qui n'a pas cette mémoire-là est perdu quant à son chemin. Il faut constituer ça, il faut savoir cette dimension. Il faut aussi la constituer. Et ça, le populisme ambiant, l'idéologie de l'émotif se fonde sur la perte de l'esprit critique dans la construction, la compréhension historique. Ce n'est pas un hasard que dans tous nos systèmes scolaires sont en train de perdre l'enseignement de l'histoire, la compréhension de cette mémoire, de savoir d'où on vient. Et quand je dis d'où on vient et que je dis les mémoires, je veux dire une chose qui est encore plus importante. Ne jamais accepter à ceux qui aujourd'hui ont compris que vous pouviez avoir la nationalité, qu'ils déterminent une histoire où votre mémoire n'est pas intégrée. À tous ceux qui viennent aujourd'hui du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Europe de l'Est, de Bosnie ou de l'ex-Yougoslavie, d'Albanie, ou qui viennent de Turquie, ou qui viennent du monde arabe, de Maroc, de l'Égypte, de la Syrie, aujourd'hui, toutes ces mémoires font partie de l'histoire commune. Toute personne qui ose disqualifier la mémoire des nouveaux citoyens est un populiste en puissance. Et il fait de l'histoire une idéologie. Il détermine nous, pour vous dire vous, dehors. Pas dehors physiquement, mais le plus subtil, c'est pas de vous mettre dehors physiquement, c'est de vous mettre dehors intellectuellement, psychologiquement. Et si vous acceptez cela, eh bien vous avez déjà déterminé que vous avez perdu la partie. La partie de cette résistance-là, c'est-à-dire réussir à intégrer sa mémoire à cela, mais de la célébrer. C'est pour ça que quand on me pose la question, on me dit, mais vous êtes... qu'est-ce que vous êtes en fait? Vous savez, toutes ces questions, musulmans d'abord, suisses... Mais vraiment d'avoir... Mais vraiment, de pouvoir le dire comme un citoyen suisse, égyptien de mémoire, oui, turc de mémoire, albanais de mémoire, arabe de mémoire, sénégalais de mémoire. Non, je n'allais pas dire noir de mémoire, ça n'existe pas. Faites attention à ces formules-là. Là, tout à l'heure, ce matin, j'ai fait une conférence, et il y a quelqu'un qui me dit « Je suis musulman d'origine ». Essayez de trouver d'où ça vient. Ben, vous avez bien compris, ça veut dire « je viens d'une famille », etc. Mais bon, il faut faire attention à ces formulations-là. Parce qu'elles peuvent vous aliéner. Vous savez, le vocabulaire, c'est une puissance. Foucault, il a raison. Foucault, il dit deux choses. Il dit la parole, et Bourdieu, il le répète, vous savez, dans tout ce qui est le capital culturel. Qui décide des mots et qui décide des espaces?
Eh bien, qui décide aussi de l'histoire. Donc un premier élément sur lequel nous devons travailler et qui demande au moins la responsabilité des citoyennes et des citoyens et des étudiantes et des étudiants et de nous tous de faire un travail de ce point de vue qui est important aussi par rapport à l'histoire. Et j'ai mis cet élément-là avant d'en venir à quelque chose qui est aussi vraiment important dans notre rapport au principe. Parce que là, c'est aussi particulièrement important. Et là, on tombe souvent dans un piège. C'est-à-dire, certes, votre rapport au principe, tous vos rapports au principe, viennent toujours d'une certaine philosophie de vie. Si vous pensez que la vie, ça n'est pas la vie, si vous pensez qu'après la vie, il y a une autre vie, si vous pensez que vous allez revenir, que la vie est souffrance, ou si vous pensez que la moyen de votre rédemption, c'est le Christ. Bien entendu que tout ça, c'est le substrat, c'est la toile de fond sur laquelle vous allez inscrire vos principes. Oui. Et ça, il faut l'affirmer comme tel, bien sûr. C'est-à-dire que de pouvoir dire de là où l'on est, parce que c'est ça la liberté de conscience. Qu'est-ce que c'est la liberté de conscience? La liberté de conscience, c'est pas de dire je crois en ce que je crois seulement, non, c'est la liberté de conscience, c'est tout le paysage qui donne sens à ma vie, il doit être respecté par mes concitoyens. Ma société respecte l'univers de sens dans lequel je suis. Et l'univers de sens va construire le rapport au principe. L'univers de sens organise mes principes et leur donne des priorités. C'est-à-dire, mais ça c'est très important aussi de le comprendre. Si vous ne dites pas ces choses-là, si nous n'avons pas dans le nous une discussion sur ces choses-là, c'est-à-dire, attention, dans nos rapports interreligieux, dans nos dialogues interreligieux, souvent nous sommes à la périphérie de notre rencontre. Nous parlons des choses absolument communes comme ceci, mais nous n'allons pas au fond. Il faut un dialogue du centre, pas un dialogue de la périphérie. Il faut vraiment un dialogue sur les fondamentaux. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas d'écouter les réponses des autres à vos questions, c'est leur réponse à leurs questions. C'est pas pareil. Quelles sont vos questions et quelles réponses vous y apportez? Parce que vos questions me disent qui vous êtes de là où vous êtes. C'est-à-dire, si ma question, c'est quel est le sens de la vie et de mon rapport à l'unique, c'est autre chose que de simplement répondre à votre question, comment vous priez. Comment vous priez, c'est votre question. Qui je prie, c'est ma question. C'est mon rapport au sens. Ça, ce sont des choses qui sont importantes et qui vont faire le sens de l'appartenance quand nous serons capables de nous rendre compte que malgré tous nos rapports spécifiques à nos univers de référence qu'il faut approfondir et dont il faut être capable de parler, pas sur la défensive. C'est vrai que moi, j'en suis arrivé à un point maintenant, après 25 ans, systématiquement, vous avez les mêmes questions. Maintenant, vous pouvez faire la liste des questions qu'on va vous poser. Vous la connaissez. Et selon les pays, vous pouvez la faire, elle est différente selon les pays. Vous n'aurez pas du tout, vous allez en Angleterre, jamais on vous posera la question sur le voile. On se moque de ça. La première question, ce sera sur la violence, puis ensuite l'homosexualité, puis ensuite là, on les connaît les questions. Et vous passez votre temps à dire, voilà, je réponds, 1, 2, 3. Et au bout du compte, ça c'est un élément qui est un piège. Parce que en répondant aux questions, vous vous situez dans l'altérité. Comment établir le nouveau nous? C'est réussir à entrer dans le discours commun en mettant en évidence que les principes qui sont les vôtres ne sont pas des principes minoritaires en libre. On est ensemble dans ces principes. Donc comme citoyen, d'être capable de dire, mais mon rapport à la dignité. Par exemple, d'un point de vue musulman, quand moi je viens, je dis, nous avons donné la dignité à l'être humain. Ben ça, moi, je suis capable de dire, attendez, mais ça, c'est universel. Et ça me permet de dire quoi? D'aller vers un Américain et de lui dire, j'ai juste une question à vous poser. En fait, j'en ai deux. La première des questions, c'est, la torture, c'est acceptable? Le principe que vous avez. Un être de dignité, qu'il soit chrétien, juif, ou qu'il soit même athée ou agnostique, sur ce principe-là, nous pouvons être d'accord? La torture, ça n'est pas acceptable. C'est un principe de dignité. Je peux être compris dans ma religion comme minoritaire, mais dans mes principes, je m'affirme comme majoritaire. Le nous, c'est la majorité des principes communs. C'est d'être capable de dire non. Vous
Regardez ce qui est en train de s'établir. Peut-être même que c'est en train de vous coloniser, vous, dans cette salle, sans que vous vous en rendiez compte. Le fait qu'à un moment donné, on regarde les médias, on regarde la télévision, on écoute la radio, et à l'heure où je vous parle, 170 personnes sont en train de mourir par jour en Syrie. Il y a des drones sans pilote qui sont en train de frapper en Afghanistan et au Yémen. Il y a en Afrique, au Congo, comme il y a aussi en Irak, mais en Afrique, au Congo, et dans des contrées africaines, aujourd'hui, des conflits qui sont en train de faire des centaines de morts par semaine. Alors où je vous parle, en Birmanie, vous le savez, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un génocide caractérisé. Et là, je ne parle pas simplement, je ne veux pas simplement parler des musulmans, je veux parler de la dignité humaine partout. Vous le savez en Palestine, vous le savez dans certaines régions de l'Afrique, au Congo, et même encore aujourd'hui, il se passe des choses qui sont absolument atroces. Vous le savez même dans certaines régions du monde dont on ne parle pas. Par exemple, j'étais en Afrique du Sud, et il dit, mais en Afrique du Sud, chaque 3 minutes, il y a un viol. Les gens ne sont pas arrêtés. J'étais à La Réunion, et je m'assois avec le maire de La Réunion, il me dit, vous savez, cher Tariq, je suis content de vous recevoir, parce que ce que j'aimerais que vous disiez à votre conférence, j'avais une conférence juste après, c'est de dire, vous savez où est le plus grand cimetière maritime? Il est entre les Comores et Mayotte, Anjouan et Mayotte. Chaque jour, il y a des femmes et des hommes qui prennent les bateaux et qui sont noyés et qui meurent. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Et à un moment donné, nous, êtres humains, nous parlons de la dignité humaine. Vous êtes d'accord? Nous avons tous une dignité humaine. Et que quelque chose est en train de s'installer par les médias de masse, c'est qu'au bout du compte, les médias de masse, quand ils parlent de certains et ignorent d'autres, sont en train d'installer dans nos esprits le fait que la valeur de la vie de certains est plus que la valeur de la vie d'autres. Qu'un Britannique, un Américain, un Occidental, même dans les actes terroristes, on vous dit, mais attention, il y a eu les États-Unis, et il y a eu Madrid, et il y a eu Londres. Il dit, oui, d'accord. Et il n'y avait pas l'Irak, il n'y avait pas Casablanca, il n'y avait pas Amman, il n'y avait pas Bali, eux, ils n'existent pas. Ils ne sont pas sujets au terrorisme. Pourquoi le terrorisme se compte par les victimes occidentales? Quel vice dans notre pensée nous fait accepter que la dignité de certains se compte et se célèbre et la vie d'autres s'oublie et ne se comptabilise même pas. Ces principes-là, c'est cela qui fait que nous appartenons aussi à une nation. C'est quand nos principes sont des principes que nous défendons en majorité, que nous ne laissons pas. La dignité, la liberté de conscience, la justice sont des principes sur lesquels... Et là, il ne faut pas, absolument pas accepter ce que les populistes ou ce que les partis aujourd'hui sont en train de faire, c'est-à-dire vous mettre à l'extérieur et quelques principes que vous ayez, vous avez toujours des principes qui sont différents, qui ne sont pas ceux de la majorité. Là, nous devons constituer ceci. Et c'est pour ça que ce que nous avons aujourd'hui, par exemple, dans nos dialogues interreligieux, c'est pour ça que je suis très critique là-dessus. Moi, je l'ai fait pendant 25 ans, c'est bien, il faut qu'on continue ces dialogues interreligieux. Mais quand le dialogue interreligieux, il est entre gens qui sont toujours les mêmes, qui se rencontrent tout le temps partout, et ils font le tour des capitales, et ils sont contents. On est bien. Et à un moment donné, il y a même des hypocrisies, c'est-à-dire qu'il y a même des... Moi, une des choses qui m'effraie dans le dialogue interreligieux, c'est le manque de courage de ceux qui sont impliqués là-dedans. Et à un moment donné, je suis désolé, si tu as des principes dans ta religion, si vous êtes impliqué dans votre religion, à un moment donné, il faut que les voix ensemble, elles puissent dire quelque chose. Il y a des injustices à travers. Si la voix religieuse, elle est la voix marginale pour dire on est bien ensemble, mais jamais de dire ensemble nous sommes contre l'injustice, ensemble nous sommes pour la dignité. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un prétexte. C'est la bonne conscience de ceux qui pensent bien, loin de ceux qui pensent pas très bien, et qui n'ont aucun impact sur ceux qui pensent mal. Donc à partir d'un certain moment, il faut, dans ce nouveau nous, nous impliquer ensemble dans un travail qui est un travail sur les principes, sur la dignité, sur des principes aussi qui vont loin. Parce que ce n'est pas simplement contre des choses qui ne vont pas
Quand je parle des principes, c'est même par exemple, vous êtes dans une université, vous êtes venu d'un système scolaire. Quand on parle de principes, c'est aussi d'évaluer le système scolaire sur la base des principes qui sont les nôtres. Au bout du compte, nos systèmes scolaires, ils produisent quoi? Des citoyens dignes et courageux ou des citoyens efficaces et fonctionnels? Est-ce que vous êtes fonctionnel? Fonctionnel, ça veut dire vous trouverez votre place, vous ferez de l'argent, et vous ne serez pas forcément critique. Le système scolaire qui produit de l'efficacité, mais qui ne produit pas de la dignité, qui produit une pensée qui s'adapte et non pas une pensée qui questionne, est un vrai principe sur la dignité humaine. Je répète tout le temps, je ne vais pas le répéter puisque je le répète tout le temps, mais en l'occurrence ici, il faut établir ces principes et qu'on puisse y venir ensemble. Dans toutes les traditions intellectuelles et culturelles, ça c'est un des éléments importants, c'est quand nous partageons ces principes que nous pouvons dire nous. Quand nous pouvons dire par exemple que par rapport à la torture, nous ne pouvons pas être d'accord. Quand ensemble, à un moment donné, avec le pluralisme de nos mémoires, avec le pluralisme de nos appartenances religieuses, nous pouvons dire ensemble à un moment donné, le racisme c'est non. Tout type de racisme, pas de hiérarchie entre le racisme. Quand quelqu'un vient, je veux dire, l'antisémitisme, ça n'est pas acceptable. Le racisme anti-noir, ça n'est pas acceptable. Le racisme anti-arabe, ça n'est pas acceptable. Le racisme, quelque racisme que ce soit, ça n'est pas acceptable. Mais ça, il faut le faire ensemble. Ça n'est pas l'œuvre des victimes, ça n'est pas la question des victimes, c'est la question des citoyens, c'est notre question. Et nous établissons à nous quand nous travaillons ensemble là-dessus. Donc on ne peut pas simplement être dans le dialogue. Le nouveau nous, c'est un engagement ensemble au nom de ces principes-là. C'est un engagement, c'est une bonne compréhension de ces principes communs. C'est de se situer au centre de ce débat et d'élaborer ce récit commun. Le récit commun, c'est la mémoire, c'est l'histoire commune, c'est la mémoire, les mémoires diversifiées dans l'histoire commune, c'est les différentes appartenances religieuses au nom de principes communs. Et vous allez remarquer deux choses. L'histoire commune qui accepte la diversité des mémoires, les principes communs qui acceptent la diversité des appartenances religieuses. Et ça, c'est le fondement de cette diversité. Souvent, les musulmans, de ce point de vue-là, ont du mal à comprendre cet élément-là. Il est déterminant. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté, mais c'est pour vous mettre à l'épreuve dans ce qu'il vous a donné. Et le troisième élément, c'est soyez dans une compétition positive pour le bien. En fait, la diversité de l'appartenance, elle se traduit par une compétition positive dans le bien, dans les principes. C'est ça la diversité. La diversité, c'est ta différence, quand je la connais, elle est un appel à ce que je multiplie le bien. Pas que je sois une compétition dans le mal, mais c'est un élément de principe d'abord. Et vous trouvez ça dans ce qui doit fonder notre appartenance. Donc c'est ça le nouveau nous dont nous parlons, sur lequel nous devons nous appuyer. Dernier élément sur lequel j'aimerais insister, de ce point de vue-là, c'est l'élément de cet avenir qu'il faut construire ensemble. Et je vous le disais par rapport à l'exemple du sport, mais comment est-ce qu'on le construit? Dans le manifeste pour un nouveau nous, je disais que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des mouvements nationaux d'initiatives locales, ici à Genève ou dans les autres cantons, des mouvements nationaux, où l'on établit d'abord, d'un point de vue personnel, ce rapport à l'histoire, ce rapport aux mémoires, ce rapport aux principes, mais à un moment donné, dans l'engagement commun. À l'île Maurice, il y a quelques années, on avait lancé, à partir du terme qui avait été tellement mal traduit, tellement connoté négativement, et qu'il l'est encore, même dans votre esprit, même chez certaines femmes et certains hommes musulmans, le djihad, c'est une dimension de la guerre sainte, ça n'a rien à voir avec ça, ou simplement de l'effort, ça n'a rien à voir avec seulement ça, c'est beaucoup plus que ça. Eh bien, c'était une campagne nationale de djihad contre la pauvreté. C'est-à-dire, là, on a quelque chose qui n'est pas acceptable. Vous allez à l'île Maurice, vous avez d'extraordinaires plages. À un moment donné, je veux dire, il y a quand même, il faut se poser la question du type de rapport qu'on a à nos réalités.
aller comme ceci dans un pays avec la conscience strictement touristique de la plage qui vous accueille et oubliez que pas loin de la capitale de Maurice, vous avez des gens qui vivent dans des taudis, qui n'ont rien et qui sont dans une pauvreté. Et parmi eux, les créoles vivent mais dans l'indignité, dans une formidable place touristique. Eh bien là, eux, ils s'engagent ensemble et là, c'était transversal. Notre engagement commun, il est là aussi. Et c'est pour ça, en fait, que l'un des éléments le plus important de l'appartenance au nous n'est pas dans la différenciation, mais il est dans la distinction éthique. Et l'élément le plus important qui nous permettra de vivre ensemble dans nos appartenances respectives, c'est l'élément du témoignage. L'élément du témoignage. Et ça, vous l'avez dans toutes les traditions. La tradition musulmane insiste énormément là-dessus, mais vous l'avez dans... Vous savez que quand il était en Afrique du Sud, Gandhi mettait en évidence le fait que ce qu'il voulait, lui, c'est être dans l'exemplarité. C'est-à-dire l'exemplarité. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? La cohérence entre les principes de sa philosophie et son intervention sociale. C'est l'exemplarité. Nous, c'est pour le témoignage. Quand vous entendez, par exemple, dans la tradition musulmane, nous vous avons établi comme la communauté du juste milieu pour que vous soyez des témoins. Le témoin, c'est l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut dans notre engagement, c'est que nous vivions comme des témoins de nos appartenances respectives, mais pour un projet futur commun, à partir de nos principes. Et ça, c'est l'engagement sur lequel nous devons, par rapport à la pauvreté, par rapport au racisme, par rapport à l'éducation, par rapport à l'avenir, c'est-à-dire ce que nous construisons ensemble, c'est ça le nouveau nous. Et c'est comme ça que vous commencez à faire partie de la narration commune, du récit commun, de la nation, non pas de l'État. Le passeport ne suffit pas, je l'ai dit, mais la narration commune, c'est-à-dire l'histoire, les mémoires, les principes, la diversité et le témoignage. Le témoignage, là où nous sommes, de ce à quoi nous nous engageons. Ça ne veut pas dire que nous soyons parfaits, personne ici dans cette salle n'est parfait. Mais nous sommes en lutte contre nos imperfections. Personne n'est un témoin absolu de cette dimension, mais nous travaillons ensemble à l'être. Et c'est là où l'autre, il est important. C'est là où une femme d'une autre tradition ou un homme d'une autre tradition, une femme ou un homme de ma propre tradition, une femme ou un homme qui pourrait être ou se situer sans tradition, commence à devenir intéressant parce que nous nous situons comme des témoins, des défenseurs de principes, engagés dans ce travail et engagés dans cette lutte. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre que ce manifeste pour un nouveau nous, il déplace le centre de gravité, non pas dans l'appartenance à l'État, mais dans l'appartenance à la nation, et pas simplement à la nation, dans ces trois éléments que j'ai rappelés. 1, la notion des principes. 2, la question de histoire et mémoire, ça ce serait le 2. Et le troisième élément, c'est la question de l'avenir. C'est-à-dire de pouvoir se dire, ça c'est mon peuple, ça c'est ma nation, et ça s'appelle le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Et une certaine loyauté, mais comme je l'ai dit également, la loyauté, elle est toujours critique. Ne jamais être aveuglément loyal à un gouvernement ou à un État, ou une société. Loyal, c'est toujours de l'être avec la pensée critique. C'est-à-dire, si c'est en fonction des principes justes, je suis de ce côté-là. Mais si ça ne l'est pas, je suis critique. Vous voyez que tout ce que je viens de dire, pour quelqu'un qui vient de ma tradition musulmane, comprendra très bien qu'il n'y a absolument rien dans ce que je viens de dire qui est en contradiction avec ce que je crois. Quelqu'un qui vient de la tradition chrétienne comprendra tout à fait qu'il y a quelque chose d'universel dans ce que je viens de dire. Quelqu'un qui vient de la tradition juive pourra dire la même chose. Même quelqu'un qui vient d'une pensée philosophique athée dira « j'entends, je comprends ». C'est-à-dire de se placer au centre de ce que nous sommes en train de dire ici et de pouvoir déterminer un passé que l'on construit sur des principes et un futur que l'on construit sur une communauté de destin. Et là, chacun d'entre nous doit apporter à ce destin commun le témoignage de ce qu'il est ou de ce qu'elle est à la lumière de ce qu'il croit ou de ce qu'elle croit. Ça, c'est ce qui nous est demandé, c'est ça le projet de Nouveau Nous. C'est ce que j'appelle justement ce récit commun que nous devons constituer. Mais je termine par dire une chose. Il est exigeant pour chacun et chacune d'entre nous. Ça se pose dans nos vies quotidiennes. Quels sont les gens qu'on rencontre, pas dans la superficialité de je connais un noir ou je connais un arabe ou il y a un musulman que je connais, il est bien.
Ça, ces prétextes que l'on a. Ça, ce sont des prétextes intellectuels. Je connais un musulman, bien le musulman. J'ai même un copain chrétien. J'ai même un noir. Vous voyez tout ça. Je veux dire, ça c'est la démission de la pensée. Mais vous riez, mais c'est souvent comme ça dans nos vies. C'est souvent comme ça. À un moment donné, on ne construit pas, on n'est pas dans l'exemplarité, on n'est pas dans le principe, on n'est pas dans la résistance intellectuelle. N'importe quel étudiant, aujourd'hui, face au danger dont j'ai parlé au début de la conférence, prenez le terme très positivement, vous n'allez pas sortir de cette salle, il a dit, je suis allé écouter Tariq Ramadan, il a appelé au djihad. Mais je vous appelle à ça, oui. Je vous appelle à un véritable djihad intellectuel, une vraie résistance intellectuelle. La résistance intellectuelle à tous les populismes. Tous les populismes qui font de la pensée binaire, victimaire, simpliste, qui sont établis sur l'émotif seulement. Nous sommes aujourd'hui dans un vrai danger. Et ce danger-là, il ne touche pas simplement ceux qui sont les cibles, mais même ceux qui pensent être du bon côté de l'équation. Voilà, je vous remercie.